Moi j'ai une petite anecdote si tu veux bien. Ah. Je sais pas si tu la garderas. Mais moi j'ai une petite anecdote sur le début du film en fait. Mais ça me le fait avec, je crois, avec tous les films coréens que j'ai vus récemment. Enfin en tout cas tout ce qui est un peu asiatique. C'est que dès le générique de Parasite, en fait t'as un truc un peu posé et t'as les noms des acteurs qui défilent. Et ils s'appellent tous, bon excusez-moi les Coréens, mais Chong Fung Kwa, Kang Tung Do. Et en fait ça me donne trop faim. On dirait des menus thaïlandais. Allez, c'est la fin. Allez. On arrête là. J'aurais pas dû le laisser parler. On va avoir des problèmes avec lui. Hein. Non, merci, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Salut. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Bonjour. Je sais pas pourquoi je suis parti en robot. Avec moi autour de la table, on a Clémence qui est là. Salut Clémence. Ah salut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette petite mine Clémence? Parce qu'en fait j'ai perdu mon auriculi dans le métro. C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est un auriculi? C'est un Pokémon. Non, c'est pas un Pokémon, c'est ce petit bâtonnet pour se nettoyer les oreilles et j'ai l'habitude de l'emmener dans le métro pour me nettoyer le matin et je l'ai oublié. Dégueulasse. Donc si vous le retrouvez, n'hésitez pas, vous devriez trouver ma carte d'identité avec moi. Ok, bah écoute, on va mener l'enquête. J'espère que le message est bien reçu. Bruno, ça va? Bonjour, bah ça va moyen. J'ai aussi perdu quelque chose, Mais... un gros hasard. Bah dis donc. Moi j'ai perdu aussi dans le métro, j'ai perdu ma dignité en fait hier soir. Si quelqu'un la retrouve, rendez-la moi s'il vous plaît. En mode walk of shame. Clément qui est là, qui est passé sous la tondeuse, qui a plus de cheveux. Salut, ouais bah justement j'ai perdu mes cheveux. Donc, je voulais dire si vous en retrouvez des cheveux taille M, châtain clair, c'est sûrement à moi. Kevin qui est là. Salut Kevin. Bon, salut. Me dis pas que t'as perdu quelque chose toi aussi. Bah si, je suis super emmerdé. J'ai perdu ma poire à lavement dans les douches publiques du gymnase Saint-André. Ouais, ça a tremblé en France. Si jamais vous le retrouvez, et d'ailleurs, petit point, il sent un peu la framboise. Putain, c'est dégueulasse. Et le retour du roi aujourd'hui. Le Nilou qui est là, Neil Wikipouman, enfin, on sera plus obligé de chercher nous-mêmes. Neil qui est là. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va ça va. Ça va plus ou moins quoi. T'as perdu quelque chose? Ouais, malheureusement. J'ai perdu un 50 balles de bœuf sur la ligne 9. Si on peut le retrouver s'il vous plaît. À mon avis, on te l'a déjà fumé, ton pauvre 50 balles. Allez bah. Et toi Romain, ça va toi? T'as une petite mine? Bah ouais, j'ai perdu la santé. Oh non. Mais oui. Oh. Bah ouais. Amsterdam? À Amsterdam, ouais. C'est un peu la faute de Clémence là qui nous a tous transmis. C'est l'air marin. Ça, dis donc. Sa maladie de la semaine Il dernière. nous a toussé dans le visage. Non, attends, c'est peut-être à cause du fait que t'as fait du vélo sous le déluge aussi pour rentrer à l'auberge. En slip. Ah ouais, mais ça c'était dans un état second. Je réfléchissais pas. J'ai peut-être perdu ma santé à ce moment-là. Il s'en rappelait pas. Bon bah si on retrouvait ma santé, il y a ma carte vitale qui est avec. Voilà. Alors aujourd'hui, sommaire de l'émission, justement, pourquoi tous ces objets perdus? Parce que nous sommes partis faire un tour du côté de la BA de Greta, qui est, on le verra, l'histoire d'une BA qui tourne mal. Une bonne action pour le coup, pas une bonne annonce. Et on reviendra sur la Palme d'Or Parasite de Bang Joon-ho, que nous sommes allés voir il n'y a pas si longtemps que ça, et dont on vous donnera notre avis au match retour en deuxième partie d'émission. Est-ce qu'on se ferait pas notre Greta là? Allez, fais ta Greta. Let's go Greta. Ça attaque. What is this? I have a bag that I found that I think belongs to Greta Hadag. Oh, bless your heart. Where did you find it? On the subway. Oh, would you like a cup of coffee? You've been so kind. I don't get many visitors here. I've been so lonely since my daughter left. Well, I could help you. My mom actually used to say I'm like chewing gum. I tend to stick around. Where are the candles? In the cabinet. What?
Did you find them? I saw all the bags, Greta. And I never want to see you again. She's really freaking me out. Hi, I'm Frances, and I'll be your waitress for the evening. No, I can't do this. Are you a child? No, you're the child. You need a mother to hold you. Don't you dare talk to me about my mother. She had to die for us to me! Are you out of your mind? Look at her! She's full of greeting! She's gone, Frances! Everyone needs a friend. But we're more than friends. We're connected. There's something you need to know about Greta. What? Just try to get rid of Greta. Bah, la bonne annonce. Au restaurant, le elle restaurant. revient, Ta maman. Elle se fait trucider, elle joue au piano, elle referme l'ascenseur, c'est de la merde. Petit coup dans le cou. Elle Oh là là, excusez-moi, moi je ça. ramène mon sac, votre sac, et c'est comme ça que vous me remerciez là, en restant. Vous êtes complètement psychopathe. Une bonne annonce très chelou. C'est totalement chelou. Une bonne annonce schizophrène. Une bonne annonce très très chelou. Alors, avant de commencer cette BA, avant de commencer Greta, je vais appeler El Calculator. Alors normalement je l'ai remodifié afin qu'il reprenne. Bonjour. Bonjour El Calculator. Qu'est-ce qu'il est jovial. Ah, j'en peux plus de lui déjà. Ouais, faudrait que je lui baisse son pourcentage de coupage de parole. Ça va El Calculator? Ça va, merci Romain. Il a l'air trop Il gentil. est trop mignon. Ouais, il est tout mignon. Ouais, Il y a Anguille sous roche. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer combien il y a de plans dans cette bande-annonce? Dans Greta, il y a 116 plans, en 2 minutes 52, soit 0,6 plans par seconde en moyenne. Ce qui est normal, ça va, c'est pas trop épileptique encore, non? C'est une moyenne à la Parasite. Et est-ce que tu aurais compté d'autres choses aussi Oui, ce film, c'est un peu le festival du contenant. D'accord, c'est-à-dire? Car il y a 18 sacs, 4 cabas, un seau et une malle. Bah écoute, bah merci El Calculator. Au revoir. Oui, ça fait plaisir de le voir Salut, en bonne Salut, forme. Calculator. Ouais, il est pas en mode Pinochet. Il est enjaillé. Alors oui, la BA de Greta. Greta qui est d'ailleurs... Ah bah tiens Neil, est-ce que tu pourrais me dire qui a réalisé le film? Un podcast super préparé. C'est Neil Jordan. Neil, c'est Neil Jordan. Neil. Mais c'est pour ça que t'étais pas là ces dernières semaines. Ah oui, il faisait le film. Neil Jordan qui a réalisé Greta. Donc la bande-annonce s'ouvre sur le métro new-yorkais. Alors je crois que c'est à New York. Bande-annonce de bande-annonce, excuse-moi. Ah oui, il y a une mais c'est vrai, c'est vrai. La troisième de suite là. Je les vois plus moi maintenant, je suis En trop fait, c'est habitué. tout le temps comme ça. En fait, elle est vachement moins bien que les autres parce que là, on voit rien du tout. Donc c'est vrai, mini BA là, très rapide comme d'hab, 5 secondes à peu près, quelques plans où on voit Isabelle Huppert, Chloé Glérès Moretz, Isabelle Huppert qui met une picouse dans son cou, qui tire un coup de feu sur le parquet. Bref, on est dans quelque chose de pas très clair. Donc ça me donne très envie de voir la BA. Ça tombe bien, elle arrive juste après. C'est vraiment bien fait. Donc la BA, la vraie BA cette fois-ci, s'ouvre dans le métro de New York avec une Chloé Grace Moretz qui a l'air d'avoir sa carte Navigo et qui trouve un sac à main sur un siège. Donc un sac à main qui a son propre siège. Oui. Bah, c'est un Louis Vuitton, à mon avis, il a son propre siège. Non mais il fait trop chier le sac à main, il prend une place quoi. Enfin, tu vois, t'as envie de le virer. En plus quand tu me les poses et que tu regardes bien derrière, il y a une famille qui est là en mode oh le sac il casse les couilles. Et ils osent pas. Mais moi ça m'étonne qu'à New York, tu vois, tu laisses un sac à main, il y a personne qui tire la sonnette d'alarme, tu vois, ils sont tellement peur des terroristes ces gens-là. Mais ouais, carrément. Bah, c'est un Vuitton, il a payé son billet donc. Bon alors il y a pas un mec de Harlem qui vient faire oh putain un sac troyen, mais puis voilà, et puis Isabelle Huppert là dans le cul quoi. Et ben non, c'est pas un mec de Harlem qui le trouve, c'est Chloé Grace Moretz que je vais appeler CGM parce que ce sera plus rapide que de... En plus, je bafouille vachement sur son nom. Donc, CGM qui trouve son sac à main et qui décide de faire sa BA en rapportant ce sac. Ouais, d'abord, elle va direct checker le portefeuille, bien sûr. Ah oui, elle ouvre ce sac et elle trouve donc une carte d'identité. Elle envoie Isabelle Huppert. Et c'est Isabelle. Yes, qui s'appelle Greta Hideg, qui habite à Brooklyn. Enfin bref, on a son adresse et tout. Vous pouvez vous y rendre si vous voulez. Elle est très sympa. Prendre le café avec elle. Moi, je suis allé voir et c'était pas Greta Hideg, non, c'était un McDonald's. Et donc, elle décide de le ramener. Elle arrive chez Greta. Bah, moi, j'ai remarqué que c'était un peu Mamie Solitude. Hein. Ça me faisait un peu le malaise. Elle était cachée chez elle dès que sa fille était morte. Apparemment, elle sort plus et tout. Je trouvais ça un peu malaisant. Ouais, déjà, elle en fait des tonnes en ouvrant la porte. Oh, bless your heart. Notre vivant. Ah, vos sacs, il était où?
Non, mais tu sens la psycho dès qu'elle ouvre la porte, quoi. Ça se voit dans le regard. Direct. Elle est très très forte en psychopathe. On sent déjà qu'il y a un truc chelou. Et puis en plus, avec l'accent en français, ça rajoute encore plus de psychopathie. Et c'est chelou comment on a fait pour rentrer chez elle si elle a les clés dans son sac et tout. Ah, mais elle a des doubles, mais t'inquiète pas, c'est un complot tout ça. Donc on a une petite musique encore toute mignonne à ce moment-là et tout. Et là, elle se raconte leur vie. Elle se raconte entre autres le fait que chacune se sent seule. Il y en a une qui a vu sa fille partir faire des études ou vivre sa vie. Donc Isabelle Huppert qui se retrouve seule du jour au lendemain dans son appartement. Elle est pas morte sa fille? Moi j'avais compris qu'elle était morte. Non, c'est la mère de CGM qui est morte. C'est ça que j'ai compris. Moi aussi j'ai compris ça. Oui, et Chloé Grace Moretz du coup qui raconte que sa mère est décédée et que... Elle dit un truc en fait. Elle dit pas qu'elle est décédée, mais elle dit ah bah je tombe vraiment bien parce que ma mère disait que j'étais comme du chewing-gum. Je suis très collante. Trop sympa. Donc si tu veux, je vais être ta nouvelle fille. Voilà. T'imagines la fille arrive devant sa mère. Maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime comme du chewing-gum. Sa mère elle est peut-être pas morte, elle s'est peut-être cassée, est-ce qu'elle n'en pouvait plus. Arrête de me coller. Donc oui, elle explique qu'elle est collante. Et là va s'instaurer, on va le voir dans la BA, une relation pseudo-mère-fille qu'elle retrouve. Elles se complètent l'une l'autre. Elles commencent à vivre plus ou moins ensemble. Enfin, BFF, quoi, tout d'un coup, grâce à ce sac ramené. Et c'est vive la bienveillance en fait, parce que franchement nous avec notre esprit un peu critique on se dit que c'est un peu une amitié de loseuse quoi, mais en vrai c'est non, c'est vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes, elles sont devenues amies. Copines vachement clichés, elles font des photos dans le parc, elles jouent du piano, elles font de la cuisine, c'est un peu superficiel je trouve, comme ça du jour au lendemain. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive quand même, quelqu'un qui me rapporte déjà mes affaires pour commencer, premier point, mais ensuite qu'il y ait une belle amitié qui se crée derrière. Bah, si tu veux faire vraiment une BA, il y a des petits vieux comme ça, il y a une association, c'est pas une blague, hein, rigolez pas, il s'appelle le Petit Frère des Pauvres, tu peux faire ça. Mais... Oh, il a fait des rushs. Voilà, d'ailleurs, on fait la promo parce que c'est important d'aider les gens, surtout les vieux. Donc les Petits Frères des Pauvres, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vive l'ambiance. Bref, les meilleurs amis du monde, mère, fille, fille-mère se retrouvent, elles se complètent, elles font de la cuisine ensemble et tout. Et là, sur une question, mais qui paraît banale à la base, va tomber la révélation. Où sont les bougies? Où sont les bougies? Et c'est dans le cabinet. In the cabinet. In the cabinet, enfin. In the cabinet. Alors au lieu d'aller chercher dans les chiottes, elle va chercher dans le placard. Mais j'ai pas compris ça du coup. Bah, je sais pas, elle est trop bête. Hein. En fait, elle est française, elle a dit cabinet en pensant aux chiottes. C'est ça. En anglais, ça veut pas dire ça. Bah, parce que qui ne met pas ses bougies dans les chiottes aujourd'hui? Moi, je le fais. Bah ouais, parce que ça sent bon. Bah, mais c'est ça, en fait, on va voir ce qui va se passer. Mais en gros, elle s'est complètement gourée, Isa, parce que elle voulait dire dans les chiottes et en fait, elle a pas trouvé le mot en anglais. Donc, et du coup, là, elle ouvre le cabinet et waouh. Des sacs. In the cabinet, des sacs, les mêmes sacs en plusieurs fois, le même sac que dans le métro. Et donc, qui attire la curiosité de CGM qui va s'amuser à regarder dedans et qui va trouver un post-it avec son nom. Jumpscare. Et son numéro de téléphone. Et là, tout de suite, alerte psycho, alerte psycho. Mais attends, avant de dire alerte psycho, je trouve qu'elle surréagit, CGM, parce que c'est juste des sacs à main. Hein. Si ça se trouve, la meuf, elle est juste abonnée à vente privée, c'est une shopaholic. Elle a juste. Non, mais les gens peuvent collecter une shopaholic. C'est-à-dire, elle fait du shopping à don. Elle réagit parce que sur le post-it, il y a son nom et son numéro de téléphone. Oui, c'est ça qui est très bizarre. Oui, mais t'es sûr qu'elle réagit quand elle voit le post-it? Parce qu'au début, déjà, elle ouvre la porte, elle voit ça, qu'elle met la main devant la bouche. Genre, et donc on comprend qu'Isabelle Huppert a cette petite méthode, cette petite organisation pour rencontrer des gens. Elle laisse traîner des sacs dans le métro. Creepy. Peut-être lui parler de Tinder et Isabelle Huppert, hein, c'est plus facile et moins cher que d'acheter 500 Louis Vuitton à 2000 balles et de les disperser dans New York. Et donc la révélation étant maintenant faite et Chloé Grace Moretz au courant des intentions d'Isabelle Huppert qui sont pas du tout catholiques en fait à la base, parce que oui, elle pose des sacs dans les métros pour attirer les jeunes filles ou les jeunes gens, on ne sait pas, on découvrira en voyant le film. Mais c'est pas un comportement normal, personne ne fait ça. Et là, il y a un truc magique dans la bande-annonce, c'est qu'il y a une espèce de montée en pression sonore en mode... Et jusqu'au moment où elle débouche la bouteille, Isa, et ça fait ploup. C'est génial. Le meilleur son du monde. Et du coup, je trouve que ça donne un ton presque humoristique à ce moment-là dans la BA. Et on se dit, tiens, est-ce que ça va être drôle? Non, oui, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il y a une tonalité horreur absurde. Et le mélange est bizarre, quoi. Là, il y a une nette rupture là, dans la bande-annonce. Fini la petite musique toute rigolote, toute gentille. Place au drame et à l'horreur. On rentre dans le côté folie de la chose. Donc on se rend compte que cette Isabelle Huppert est complètement psychopathe,
qu'elle en avait après CGM dès le départ, que tout était manigancé. Et Chloé Grace Moretz va essayer de se défaire d'Isabelle Huppert, mais que nenni. On se défait pas d'Isabelle comme ça, attendez. Isabelle devient Madame Jumpscare à ce moment-là. Ouais. Elle est partout. Et elle harcèle. Elle la suit et tout, c'est dingue. Il y a vraiment du harcèlement. Alors, dans le doute, CGM décide de couper les ponts tout de suite avec Isabelle, mais Isabelle va la suivre, la harceler sur Internet, va lui envoyer des milliers de textos. Bref, elle est totalement psycho. Et je trouve même juste en quelques secondes comme ça, elle nous fait bien ressentir la Isabelle Huppert, non? Elle la stalk sur Facebook, elle la stalk dans la rue, elle a su au ciné, machin et tout, mais t'as même dans le montage, il y a un plan où elle la traque dans ses rêves, où t'as Chloé MCGM qui se réveille comme ça sur un jumpscare de Isabelle Huppert. Enfin, elle la lâche pas du tout. Et justement, on se demande aussi si elle est pas un peu folle, CGM. Peut-être, ouais. Elle fait une Hupperite. Moi, je pense qu'elles sont amoureuses. Moi j'ai l'impression que le personnage de CGM, qu'elle est homosexuelle, que c'est sa copine, la blonde avec qui elle va au ciné et tout. C'est pour ça que peut-être la relation qu'elle a avec Isabelle Huppert est un peu comment dire, qui est un peu étrange, qu'elle a des sentiments un peu mixés et qu'elle sait pas où se passer. Ouais. Ça a l'air d'être une ado qui se cherche un peu à la vie d'Adèle et tout. Moi je crois plus au truc mère-fille qu'à l'attirance peut-être. physique. Et on va pas tout mélanger. Ouais, non, en fait, en vrai, je pense que vous avez raison, c'est un truc de mère-fille, mais c'est un peu bizarre. En fait, moi, ça me fait penser à Sils Maria, mais un peu chelou, tu vois. Oui, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films, hein, ce genre de psychopathe et tout, révélé à la moitié du film, les bonnes intentions n'en étaient pas. C'est déjà quelque chose qu'on a vu, mais là, de voir Isabelle dans ce registre-là, moi, je trouve ça vraiment cool, parce que j'adore cette actrice. Et j'ai bien hâte de voir à quel point elle est psycho. Justement, en parlant de psychopathe, on revient à la partie où elle a l'air d'agresser la copine de Chloé Grace Moretz, parce qu'on n'en a pas parlé aussi de la copine de Chloé Grace Moretz, qui est une blonde qu'on voit dans la bande-annonce, à qui elle se confie, à qui elle confie ses peurs, justement. Et elle a l'air traquée, elle aussi, par Isabelle Huppert, comme quoi elle va s'étendre sur tout son réseau. Ouais, mais c'est parce qu'à mon avis, elle veut l'éliminer pour prendre la place aussi de sa meilleure amie, peut-être. C'est ça, c'est de la possession. Elle veut la posséder dans son intégralité. Ah, ça paraît complètement tordu tout ça. Ouais. Et là on arrive à la scène du restaurant. Ah, c'est la meilleure. Où elle pète littéralement un câble. Elle vient carrément harceler CGM sur son lieu de travail, car c'est une serveuse. Et elle se met à table et elle va pour commander. Elle se rend compte que c'est Isabelle Huppert qui est encore là et qui la suit. Et là, Isabelle pète un câble, elle retourne la table. Isabelle se comporte très mal. T'as le plan lunette qui est génial. C'est-à-dire que la nana arrive, en fait, tu vois Isabelle Huppert de dos. Et donc, CGM arrive en mode bonjour, vous voulez manger des je sais pas quoi. Et là, Isabelle Huppert enlève, parce qu'on voit que c'est elle, enlève ses lunettes de soleil et la regarde les yeux écarquillés comme ça. Elle fait une et tu te dis, Kent. waouh, chelou. Ouais, j'avoue, avec vraiment la musique horrifique là, totalement calibrée normalement pour les bandes annonces de films d'horreur, qui vient se poser, se caler sur les images. On a même des cuts en mode film d'horreur, quoi. Ouais. C'est très très bizarre. Donc, est-ce qu'il y aurait pas une bascule à ce moment-là dans le film aussi, ou c'est juste la bande annonce qui est comme ça? Grand mystère, nous essayerons de répondre à cette question. En tout cas, elle est vachement musclée, Isabelle Huppert, parce qu'elle retourne la table avec une force incroyable. Et là, Isabelle, moi je dis, mais non, on ne se comporte pas comme ça dans un restaurant. On ne jette pas son verre par terre, on ne balance pas la table, on ne crie pas sur les gens. Non, mais elle est folle. On ne laisse pas traîner des sacs. C'est la stalkeuse la moins discrète du monde. Elle casse tout dans un restaurant devant 10 000 personnes. Je crois qu'il n'y a pas de police dans ce film-là non plus, c'est un peu comme John Wick. Alors si, il y a la police. Il y a la police et d'ailleurs, elle va se plaindre, on le voit dans la BA, elle va se plaindre CGM, mais la police peut rien faire parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de preuves. Parce que c'est comme ça à New York. Parce que c'est un film. Et parce que c'est un film. Ce serait con que ça se résolve comme ça, quoi. Allô, la police. Ils peuvent rien faire parce que c'est sur la voie publique. Ça, je me demande si c'est. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a les textos. Attends, ça veut dire que si tu butes quelqu'un sur la voie publique, on peut rien faire. Tu peux. Désolé. Tant que t'es pas stalké chez toi dans ta maison, t'es tranquille. Bah c'est bon à savoir. Ça, c'est les Américains, ça. Hein. Et donc là, moi, on rentre aussi dans la partie Stephen King, j'ai appelé ça comme ça. Parce que ça, je sais pas pourquoi, ça me fait vachement penser à du Stephen King, Misery et tout, où on a l'impression qu'elle va la retenir en otage chez elle, quoi, de force, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Oui, il y a un plan où elle lui attache les poignets. Oui, c'est drôle que tu aies appelé ça la partie Stephen King. Moi, j'avais appelé ça la partie BDSM parce que il y a les menottes, il y a le fouet, il y a la cave. Enfin voilà, ça promet plein de réjouissances. Il y a la petite seringue parce qu'elle se prend une petite picouse. À mon avis, c'est pas pour le Tour de France, hein, c'est pas de l'EPO. Là pour le coup, t'imagines, c'est son intention à la base. C'est plutôt du GHB. Et oui, partie Stephen King / Hitchcock, parce qu'on est aussi dans une ambiance très Hitchcockienne avec ces gens très bizarres, cette espèce de duo très tordu. Et le huis clos un peu.
un peu le huis clos, ouais, même dans les décors et tout. On retrouve encore New York, hein, qui est un grand terrain de jeu de tous les psychopathes des films. Beaucoup moins que Quimper, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et l'encart de fin de bande-annonce qui dit son jeu vient juste de commencer. Et c'est peut-être un crossover, un spin-off de Saw en fait. Hein. Parce que mine de rien, que l'ascenseur qui écrase Chloé Grace Moretz, ça a l'air très évolué, quoi. Alors oui, il faut qu'on raconte cette image-là. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le rêve dont tu parlais, Bruno. Ah, c'est peut-être un rêve. Parce que ça me paraît vraiment là détaché de la réalité, où on voit CGM qui est dans un ascenseur qui est en train de littéralement s'écraser sur elle avec des étincelles et tout plein de trucs. Et ça a pas l'air assez réel pour que ce soit réel. Je me demande si c'est pas un spin-off des X-Men du coup, parce qu'elle a les pouvoirs de Magneto là, tu vois. J'adore, on voit des univers étendus partout. Isabelle Huppert dans Marvel, mais je paye pour voir ça. En méchante, je suis sûr que ça marche de ouf. Et donc, le petit montage final, donc ces petits cuts à la film d'horreur, on a la copine qui est traquée, on a un coup de feu, on a Isabelle Huppert qui tire clairement sur quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on reste dans le teasing, hein, c'est bien foutu. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Il y a une scène après où elle éponge plein de sang, donc c'est vrai. Moi, je pense qu'elle finira par tuer la pote blonde là, je pense qu'elle va mourir. Oui, ça doit être ça. Ouais, moi je mise sur ça aussi. Je mise sur ça, ou sur un moment on voit aussi une jeune femme, la Black là, qui vient mettre justement en garde CGM en disant faut pas que tu traînes avec elle, hein, elle est chelou. Il faut que tu saches quelque chose sur Greta. C'est une ancienne victime, j'ai l'impression. Ouais. Non mais ça c'est un classique dans ce genre de film, c'est la fille qui a failli être une victime mais qui s'en est sortie au dernier moment, mais on la découvre qu'aux 3/4 du film elle est là pour témoigner. Et puis il y a aussi une cave où on voit un drap sur quelque chose, on sait pas si c'est un cadavre ou quelque chose. Voilà. Sûrement. Et qui bouge en plus. Bon on voit, le cadavre bouge. Enfin, y a le un cadavre corps. bouge, c'est un super titre. Donc c'est pas un cadavre, c'est une personne. Un futur cadavre. Oui, un cadavre en devenir. C'est compris. Non, c'est ça, ouais. Il y a un sac mortuaire ou je sais pas quoi, ou un sac poubelle, et il y a une personne dedans qui est emprisonnée. C'est peut-être sa copine aussi. Décidément, c'est une histoire de sac. Je pense que la blonde va en chier. Hein. La pauvre. Enfin voilà, une BA. Aucune empathie. Voilà ce qui arrive quand on fait une bonne action et qu'on rend service aux gens. Voilà. C'est ça, elle est belle la France, elle est belle. Donc voilà, une BA, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, mais qui réussit à quand même à vendre quelque chose d'assez intéressant. Ouais, on a l'air d'être dans un thriller. Moi qui me fait un peu penser à Esther en fait, avec le genre de secret autour du personnage qui a l'air un peu fou et tout machin. Ça va. Moi j'en ai marre des films où le titre c'est le nom de la personne. C'est vrai ça. Et elle en a fait plein, Isabelle Huppert, non ? Non, elle en a fait un où c'était juste elle, tu vois, ils avaient même pas dit son nom, tu vois. Oui, elle, ça c'est pire que tout quoi. Alors, cette BA, moi j'aimerais avoir votre avis sur cette BA. Beauté, pas beauté, kiff, pas kiff, moins, bof. Vous avez... un peu moins. Vous avez le choix entre ces trois choix. Kevin, t'en es où toi ? Moi c'est un mais c'est un curieux parce que je me dis il y a peut-être moyen que ça soit drôle. En fait je sais pas vraiment quelle va être la tonalité du film, si ça va être vraiment un film d'horreur un peu comme ils font aujourd'hui à la mode, Blumhouse et compagnie, ou si ça va être quelque chose de totalement déluré avec un gros côté humour. Et si c'est ce cas-là, bah ça m'intéresse parce que ça peut être rigolo. Si c'est juste un film d'horreur thriller classique, je pense que ça sera du déjà vu. Clément ? Ouais, moi ça me fait un peu peur, pas dans le bon sens du terme, ça a l'air un peu naze comme dirait Bruno, c'est-à-dire mieux que nul, mais non, je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu étrange ce film, je sais pas trop d'où ça sort, je sais pas, je suis un peu circonspect. Circonspect, ouais. 20 points. Merci. Bravo, mot compte triple. Clémence, ton petit avis sur cette petite BA ? Bof. Ah, t'as choisi le choix 3. C'est le meilleur. Non, franchement, je sais pas, un peu comme vous, j'ai l'impression que ça va être... J'ai peur que ça soit un truc qu'on a déjà vu 1000 fois et qui en plus ne se tienne pas. C'est facilement le genre de film où les choses peuvent déraper et où ça peut bien commencer mais vraiment finir en n'importe quoi. Donc on verra. Il y a quand même un truc auquel on peut se raccrocher et qui me donne envie d'y aller, c'est Isabelle, parce que en fait rien que dans cette bande-annonce elle est assez irrésistible, même dans le côté ridicule elle est toujours irrésistible. Elle est à fond quoi, ouais. J'avoue. Ouais. Bruno, qu'en penses-tu ? J'ai oublié les propositions que tu disais, donc je vais prendre mes propres mots. Bravo. C'est beau. Ouais, ça me hype pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est un peu le genre de film. Ça me fait penser à Esther, c'est le genre de film que tu regardes le dimanche soir en scrollant sur Netflix quand tu tombes par hasard. Tu fais ah tiens, ça existait ça.
Et ouais, je suis d'accord avec Clémence, c'est Isabelle Huppert qui donne un peu envie sur le film, mais je m'attends pas à grand chose. Ça comble un peu le vide cinématographique qu'il y a cette semaine-là. Mais bon, ça me hype pas de ouf, mais ça a pas l'air totalement pourri. On verra. Et toi, Neil ? Bah moi je m'en bats les couilles, mais la seule chose qui m'intéresse c'est Isabelle Huppert dans le rôle d'une psychopathe. Ça lui va plutôt bien, je trouve. Donc ouais, ça m'intéresse vraiment. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est un peu la synthèse de tous vos avis. Oui, je trouve que la bande-annonce fait le taf, elle est quand même bien foutue. Il y a 2 tons, il y a une belle rupture à un moment. On capte bien qu'on passe de ce côté best friend à tout d'un coup l'horreur, quoi. Donc j'espère que ce sera bien équilibré, j'espère qu'il y aura quand même son suspense, mais je m'attends pas non plus à un chef-d'œuvre. Ouais, t'as raison, je trouve, Romain, c'est la question un peu, c'est à quel moment va arriver le twist psychopathique ? Est-ce que c'est dès le début, genre elle capte tout de suite avec les sacs, ou est-ce que c'est au bout d'une demi-heure, 40 minutes de film, à ce moment-là, ça sera peut-être un peu chiant. Enfin voilà, on va voir un peu comment ça va être articulé tout ça. Après, je suis énormément fan d'Isabelle Huppert. J'adore Isabelle Huppert, mais en même temps, je crois que... Qui n'aime pas Isabelle Huppert ? Bon, on l'aime tous. On lance un appel, ceux qui n'aiment pas Isabelle Huppert, ne vous manifestez pas, car on s'en fout. Vous n'êtes pas nos amis. C'est un appel au silence. Et Chloé Grace Moretz, je m'en fous d'elle, mais elle peut faire le taf en tant que Vicos, ouais. Bah, elle joue plutôt bien en général, moi je trouve, dans les films que j'ai vus. Bah là, dans la BA, elle a pas l'air de bien jouer. Hein. Ouais, elle a l'air assez banale, mais... Après, voilà. Vraiment, si on a choisi cette BA, c'est parce qu'il y a Isabelle, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a un peu un vide cinématographique cette semaine. Il n'y avait rien d'autre cette semaine. Donc, Après, est-ce qu'il y aura un twist sur le pourquoi elle fait ça ? Est-ce que c'est juste elle est folle, elle laisse traîner des sacs, ou est-ce qu'il y aura une raison profonde ? Voilà. Oui, il y aura. De toute façon, c'est la mode là dans les films à twist d'horreur, en tout cas américains. Il faut toujours expliquer pourquoi les méchants ils font leur truc, tu vois. Il faut toujours qu'ils aient une enfance difficile ou qu'ils soient fait, je sais pas, contrôlés par des nazis ou des conneries, tu vois. Donc, contrôlés par la RATP. Franchement, je pense qu'on va avoir une révélation toute pétée en fin de film. Je suis sûr et certain, genre ah mais ta mère n'est pas morte, c'est moi ta mère. Et puis des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, carrément. Ou peut-être qu'elle sème des sacs, elle cherche l'élu, la personne un peu spéciale, et que c'est là le maillon manquant vers Matrix 4, enfin. Ah. Je continue de garder espoir. Sac bleu ou sac rouge. C'est le nouvel oracle. Ouais. Bon, bah mitigé, mais on ira voir ça gaiement. On n'a pas le choix. Et on se fera le match retour à l'épisode suivant. Mais en attendant, moi j'aimerais savoir si vous deviez donner un titre au film. Quel titre lui donneriez-vous ? Bruno il rigole donc il doit avoir un bon titre. Moi j'ai un titre. Attends, je vais garder Bruno pour la fin. Kevin. Alors en partant du constat que Isabelle Huppert sème ses petits sacs tels des petits bouts de pain comme le faisaient certains personnages de contes de fées, j'ai envie d'appeler ça Lancel et Greta. Oh Ah, c'est fin. C'est pas mal. C'est fin, c'est vif, ça se déguste sans fin. Mais excuse-moi, mais c'est pas le petit poussé qui sème des bouts de pain ? Oui, mais dans Hansel et Gretel aussi. Alors, je voulais te bloquer, j'ai pas réussi. C'est des bouts de pain d'épices. Mais tu sais quoi, mine de rien, ça pourrait être l'adaptation d'un Hansel et Gretel Oui, moderne. Ça pourrait être la sorcière qui attire la jeune fille dans sa maison. Ouais. Moi, j'ai pas de titre, mais j'ai le sous-titre. Donc ce serait elle a plus d'un tour dans son sac. Dans ses sacs. Dans ses sacs. Clémence, toi t'as un titre? Non, j'ai rien. Enfin, je pensais, je voulais avoir un truc proche de Greta, donc j'ai pensé à Sarenza, qui est la marque pour acheter des sacs sur internet, mais c'est nul. Oui, c'est nul. Sarenza.com. Voilà. Allez, attention, roulement de tambour. Alors moi j'en ai 3. Waouh! Il met toutes les chances de son Ça m'a côté. beaucoup inspiré, les rimes en A, c'est mon domaine. J'en ai 2 autour de la bonne action en fait. CGM ou CMG, je sais plus comment on l'appelle. Elle fait une bonne action et ça se tourne mal et du coup le film j'aurais appelé Regretta. Parce qu'elle regrette sa bonne action. Oh putain. Ça peut être le 2. Ça peut être le 2, ouais, Regretta. Moi j'aime bien. Regretta. Voilà, bon, tu n'as pas conquis tout le monde. J'ai une deuxième version. Ouais, ça tourne autour du titre du podcast. Ce serait Fête à Greta. Ouais, pas mal. Annonce et tout ça. Pas mal. Et le troisième, mon préféré, c'est axé autour de la scène de la bande-annonce où il y a de l'attachage de main avec du scotch, du fouet. Enfin, il y a peut-être il y a pas de fouet. Il y a des seringues, des pistolets, des claques et tout ça. Et je le rappelais 50 Shades of Greta. Oh. Je trouve que ça colle bien. Celui-là, il est monstrueux. Celui-là est très très bien. Voilà, vous pouvez choisir. Moi j'avais un autre titre, mais bon, je pense vas-y, Romain, je pense qu'on cherchera. Non, mais moi, tout simplement, j'avais peur que Bruno le sorte à ma place.
J'aurais appelé ça, étant donné qu'elle fait une BA et qu'elle se reprend le retour de flamme dans la gueule, j'aurais appelé ça fais pas ta BA. Mais non, je pense que 50 Shades of Greta, c'est pas mal. Ça c'est drôle. Avec le sous-titre de Clément, c'est parfait. Elle a plus d'un tour dans ses sacs. Ouais, c'est magnifique. Non, dans son sac. Oh, comme vous voulez, hein. Taisez-vous. On en parlera avec le graphiste. Hein. Donc voilà, Greta Isabelle Huppert, CGM, aka Chloé Grace Moretz, aka CGM. Je suis en train de me perdre. Donc Greta de... Donc voilà, on vient de se faire la reprise était parfaite. Hyper bien joué. Tu nous as fait un jump cut de la voix comme Isabelle Huppert dans la bande-annonce. Parce qu'on n'a pas parlé des jump cuts, il y en a partout dans la BA. Si, on en a parlé. On en a parlé. Ouais, d'ailleurs, j'ai pensé à notre titre, d'ailleurs, Uppercut. Oh, aussi. Allez, on oublie 50 Shades of Greta. Bravo. C'était mieux le mien. J'ai pas eu de titre. Il est vachement bien celui-là. Un film coup de poing. J'ai pas eu de titre encore. Oh là là, espèce de petite pute. Excuse-moi. Non. C'est les nerfs. Je m'en vais. Ah, ça part trop On loin. se calme, Romain. Donc Greta de Neil Jordan, dont nous avons fait la BA. Fais ta Greta, fais pas ta BA. 50 Shades of Greta. C'était compliqué. Qu'on s'empressera d'aller voir pour l'épisode suivant et dont on parlera à son match retour. Yes. En parlant de match retour, ne serait-il pas l'heure d'ouvrir la page dorée, celle de la Palme d'Or, celle de Parasite, celle de la Corée, celle de Bong Joon-ho. C'est parti. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Yeah, yo, motherfucker, Parasite Korea, motherfucker. Bonjour. Yeah. South Korea represent. La Palme d'Or, Parasite de Bong Joon-ho. Juste pour rappeler qu'on avait une BA très très mystérieuse concernant ce film. Qu'en était-il de l'histoire qu'on s'était imaginée, nous? Alors, je vais vous la résumer assez rapidement et de manière totalement improvisée. Ça a fait ses preuves. Voici l'histoire approximative qu'on s'était imaginée à la suite de cette BA qui était très très mystérieuse. Alors, un jeune Coréen dans une famille pauvre, dans une famille d'arnaqueurs, devient un prof d'anglais dans une autre famille de riches, avec le père des riches qui s'occupe de la réalité augmentée, qui travaille là-dedans. La mère des riches est complètement accro à son fils qui est Pablo Picasso Crayola. Et le jeune faussaire, donc avec son faux diplôme d'anglais, va essayer de caser toute sa famille dans cette famille de riches afin de se sortir de la misère, mais un tipi temporel créé par notamment la société dont s'occupe le père des riches va venir foutre la misère. En gros, c'était un peu ça, quoi. Et que le père des pauvres était le fils des riches. Et que le père des pauvres était le fils des riches et qu'on savait qu'il y avait un gros twist et donc on s'est imaginé un énorme twist. Mais qu'en est-il de la vraie réalité? Pour le coup, je vais demander à Bruno. Parce que faut pas me sourire comme ça. Hein. Ah merde, j'avais pas prévu. J'aurais dû faire comme à l'école, tu sais, baisser les yeux quand le prof il tapait le tableau. On va faire un résumé très succinct. Ouais, je vais faire un résumé succinct parce que le film est assez long. Alors, sur certains points on avait raison, sur certains points on avait tort. En fait, l'histoire, c'est l'histoire donc de Kevin, un Coréen qui habite à Séoul apparemment. C'est pas son vrai nom, Kevin. Hein. C'est son nom américain, j'ai oublié son vrai nom. C'est même son faux nom américain. C'est son faux nom américain. Mais oui, il se fait passer pour Kevin. Il se fait passer pour un mec qui s'appelle Kevin, mais c'est pas ça son nom. Ah bon? Bah alors voilà. Son faux nom américain de nom Kevin, d'une famille d'arnaqueurs professionnels qui plient des boîtes de pizza pour gagner leur vie et décide de s'incruster sous les conseils de son ami Min. Mine, qui donc décide de s'incruster dans une famille de riches pour donner des cours d'anglais. Découvre que le petit frère de la famille est un artiste en herbe et il décide alors d'incruster sa sœur en profitant de la naïveté de la mère de la famille. Ça devient confus. Non, c'est très clair. Voilà, et petit à petit finalement il incruste toute sa famille. Le père devient chauffeur, la mère devient gouvernante et pour incruster les différents membres de la famille, ils font virer les anciens membres qui étaient là. Et ils vont devenir du coup les parasites. Ils vont devenir donc des parasites de cette maison.
en profitant donc de la situation, jusqu'à une soirée de grosse beuverie qui va faire un peu s'inverser les choses parce que la famille fait quelque chose. On va essayer de pas spoiler. Moi je pense qu'il faut pas spoiler. Et donc retournement de situation. Voilà. Et donc voilà, et chercher l'intrus à ce moment-là prend un sens. J'ai toujours pas trouvé le sens de cette phrase. Ça fait sens. Si. Ça fait sens. Quand t'as vu le film, tu sais qu'il y a un intrus. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas un intrus, il y a des intrus, parce que tout le monde est l'intrus de l'autre. Il y a toujours un intrus. Alors, pour rappeler, oui, on était face à une BA qui était très très mystérieuse, qui nous avait donné beaucoup d'idées et on avait tissé beaucoup de théories autour de ça. Mais qu'en était-il vraiment Est-ce qu'on s'est fait douiller? Est-ce qu'on s'est pas fait douiller? Alors, douille ou pas douille, Clémence? Pour moi, pas douille, franchement, parce que en termes de qualité, je trouvais que la BA était ultra bien, qu'elle me donnait super envie. Et le film ne m'a pas du tout déçu, je l'ai vraiment adoré. Je suis allée le voir 2 fois pour vous dire à quel point je l'ai adoré. 2 fois de suite, ouais. Ouais, je suis allée le voir 2 fois en 2 jours et j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, j'ai aussi eu des larmes. Ça m'a fait vivre des choses assez fortes. Et en plus, j'avais l'espoir au fond qu'il n'y ait pas un twist de dingue comme on l'imaginait, que ça soit plutôt un enchaînement d'événements et que les images de la BA soient trompeuses. Et il se trouve que c'est un peu ça. On va y revenir, mais effectivement, c'était un peu ce que j'attendais. Clément, douille ou pas douille? Alors moi, comme j'avais les attentes inverses de Clémence, moi j'ai été déçu et donc douille pour moi parce que la bande-annonce vendait vraiment un film avec un énorme secret à l'intérieur. Or, il n'y en a pas, il faut le dire. Il n'y a pas de changement de nature des personnages, du lieu ou de l'intrigue. C'est un thriller social et ça reste comme ça jusqu'à la fin. Après, il y a des coups de théâtre qui sont surprenants, mais moi je m'attendais à plus, donc j'ai été déçu. Je trouve qu'ils en ont trop fait autour du côté spoil, tout ça du film. Au final, il n'y a pas grand-chose à spoiler d'inattendu. Donc oui, pour moi, déçu par la BA et même un peu énervé par la BA parce que j'en aurais su moins. Sur le film, je l'aurais plus apprécié, mais là, du coup, j'avais des attentes qui n'ont pas été comblées. On reviendra sur ce syndrome de l'attente par lequel j'ai été un peu touché aussi. Kevin, douille, pas douille? Alors moi, pas douille. Moi, j'ai adoré le film. Franchement, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, depuis le début 2019. Là. Mais clairement, c'est une leçon de mise en scène, c'est une leçon de scénario. Après, je comprends ce que dit Clément, c'est-à-dire que je pense que la promo, pas la bande-annonce en elle-même, parce que je pense qu'elle était bien faite dans le sens où, mine de rien, quand tu commences le film, t'es surpris parce que le film est drôle. Déjà, par exemple, dans la bande-annonce, tu le vois pas. C'est-à-dire que tu vois pas que c'est aussi une comédie satirique. Et ça, c'est surprenant et c'est bien fait. Moi, je pense que le problème de la promotion, c'était plus les affiches, plus les commentaires qu'on avait sur Internet, genre il y a un spoil de fou et tout. Alors qu'au final, c'est pas important. Il y a certes un twist, mais qui est plus un point de bascule entre 2 parties du film que vraiment une révélation. Et moi, ça m'a pas déçu parce que je m'attendais un peu à un truc comme ça de toute façon. Et ouais, non, vraiment un grand film. J'ai beaucoup aimé. Bruno? Moi, c'est un peu un mélange de tous les avis. Par rapport à la BA et en fait à la communication générale, comme tu dis, Kevin, t'as raison. Douille pour moi. Par contre, d'un point de vue film, pareil, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année et je le trouve quasi parfait, il était génial. Mais je pense que le gros problème, j'ai l'impression, c'est sur la com aussi, à partir du moment où il a gagné la Palme d'Or, où ils ont surenchéri sur les bandes annonces, sur attention, vous n'allez pas vous en remettre, faut pas spoiler, il y a un truc de fou, les gens crient dans la salle, machin. Moi, ça m'a fait monter la hype de ouf et en plus, comme nous, on a surenchéri en imaginant des choses sur des trucs fantastiques, en essayant de tout analyser, forcément, sur le retournement de situation juste lui-même, j'ai été un peu déçu parce que il y a des retournements de situation, comme tu dis, mais ils sont pas aussi extravagants que ce qu'on a pu imaginer. Mais le film en soi était quand même tellement bien que j'ai quand même réussi à l'apprécier pour ce qu'il était vraiment. Et il était juste vraiment génial à tous les niveaux. Yes. Et Neil, ton avis, vite fait? Non, pas douille, dans le sens où techniquement, il y a simplement rien à dire. La mise en scène est parfaite, le jeu d'acteur est vraiment parfait aussi. Je pense que les Coréens sont les meilleurs acteurs, en fait, je pense. Il y a un côté plus naturel qui ressort. C'est l'inverse des acteurs français. Mais exactement, non mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a aussi les Espagnols aussi. Je sais pas, il doit y avoir un timbre de voix, il y a l'accent. Il y a bizarrement un lien entre le cinéma coréen et le cinéma espagnol que j'arrive pas encore à définir, mais qui se rejoint, oui. J'adore. Et j'aimerais bien lancer un débat. Ah. Est-ce que Parasite mérite la Palme d'Or?
alors on attaque directement dans le vif du sujet. C'est difficile de répondre sans avoir vu le reste des films en compétition, tu vois. Bah si, objectivement, même sans avoir vu le reste des films, juste en regardant par rapport à d'autres palmes d'or, par exemple, on avait vu Une affaire de famille il y a pas longtemps. Moi, je trouve que c'est complètement une palme d'or, mais complètement. Oui, non, mais je suis d'accord dans le sens où c'est un grand film et tout, que oui, il mérite des prix. Après, dans le concours, on ne sait pas ce qu'il y avait à côté. Ça se trouve, il y a des films qui sont mieux, je sais pas. Oui, par exemple, moi, j'attends de voir Le Malik. Qui je sais avait aussi pas mal retourné la croisette et qu'on imaginait devant, comme celui d'Almodovar que j'ai pas vu non plus. Donc c'est vrai que c'est difficile à dire, mais si je devais prendre le film juste comme ça et décider s'il pouvait avoir une palme ou pas, ouais, il serait clairement dans le top 5 direct. Non, j'ai l'impression que la Palme d'Or, elle est un peu pour récompenser sa filmographie à Bong Joon-ho. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de prix majeurs internationaux. Et j'ai l'impression que c'est le film qui met un peu tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un pas qui est fait vers le grand public aussi. Moi, je m'attendais clairement à quelque chose de plus violent, de plus radical. Et là, j'ai l'impression que c'est le film qu'il a fait pour mettre un peu tout le monde d'accord, et ça a marché, donc tant mieux. Si ça permet aux gens de découvrir ces autres films, c'est bien. C'est un excellent film, hein. Je vais juste développer un peu ça parce qu'on va avoir l'impression que je défonce le film. C'est un excellent film, mais moi je trouve que Memories of Murder reste au-dessus, ça m'a beaucoup plus scotché. Okja, ça m'a plus touché, donc j'ai l'impression qu'il a fait un peu une synthèse de tout ça et que du coup ils lui ont attribué une palme pour lui dire voilà, on a vu que tu existes, on a vu ton cinéma. Maintenant arrête de nous casser les couilles. Non, mais est-ce que c'est son meilleur film? Pour moi non. Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que justement je trouve que c'est vraiment une palme d'or parce que par rapport à ces autres films il est plus accessible aussi, et que pour moi le propre d'une palme d'or, en ayant vu quelques-unes, c'est un film qui est à la fois intelligent et accessible et évident en fait. Pour moi il y a vraiment une évidence dans les films qui sont choisis comme palme d'or souvent, et là il y a vraiment une évidence dans la narration, dans la fluidité, dans la mise en scène, et justement j'aurais pas mis que mise en scène parce que je trouve que l'écriture scénaristique elle est dingue, et justement c'est la différence peut-être avec ces films précédents qui étaient moins évidents, qui étaient plus de genre, qui étaient plus avec des partis pris peut-être plus radicaux. Mais là je trouve que c'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est que réellement ça l'étoffe d'une palme d'or pour le public, quoi. Moi ce pas vers le mainstream entre guillemets m'intéresse moins, voilà. Moi je suis pas vraiment d'accord avec cette histoire de mainstream et de films accessibles, parce que je trouve qu'il y a un paradoxe dans le film, c'est-à-dire que certes il est accessible et peut-être plus accessible que les autres films coréens, mais c'est son film le plus radical, je trouve. C'est son film le plus noir, c'est la charge la plus, je trouve, la plus violente qu'il a eue sur la société en fait, parce que là finalement c'est même pas la dichotomie riche-pauvre qui est importante, c'est le système qui est accusé, qui est mis en cause, parce qu'en fait les riches ne sont pas forcément méchants, tu vois, ils sont pas diabolisés, les pauvres non plus, et même il y a pas mal de scènes où tu as une ambiguïté de est-ce que les pauvres ne méritent pas d'être punis parce que justement ils profitent des riches, et c'est quand même cette ambiguïté là qui est là, et je trouve que quand même la charge est assez violente mine de rien. Ambiguïté et beaucoup très métaphorique j'ai trouvé comme film, notamment dans les symboles qu'il utilise et dans sa mise en scène et dans les acteurs qu'il choisit. Il y a énormément de métaphores et donc il y a énormément de portes d'entrée pour des analyses qui je pense ont pesé dans la balance, palme d'or ou pas. Ouais, l'erreur serait de dire que c'est juste une comédie ou que c'est juste un thriller et de dire que c'est très accessible, très grand public et en dessous de ce qu'il a fait avant. Je suis assez d'accord avec toi quand même, effectivement. Je pense que ses films précédents étaient tout aussi radicaux, mais qu'il l'est celui-là aussi. Et genré, beaucoup plus genré, surtout. Mais là, justement, le fait que ça soit plus accessible, son message passe plus aussi. Et je sais pas, je trouve ça intéressant. Ça serait une erreur de rester à la surface et de prendre juste, essayer juste de le mettre dans une case de genre comique ou satirique. Parce que en vrai, c'est vrai que, moi, tel que je l'ai perçu deux fois, en allant le voir deux fois, c'est vraiment effectivement un message sur le système, sur cruel, la manière de monter socialement. La fin, elle est horrible. C'est très très pas mélancolique, c'est que ça te met mal en fait. Et c'est au-delà de la comédie. Très bien fait. C'est ça, par contre, qu'on ait aimé ou pas, peut-être par rapport aux attentes, ça reste un film absolument génial et scénaristiquement nickel. Ah, mais la mise en scène est magnifique aussi d'ailleurs. Moi je sais pas s'il justifie d'être une palme d'or. J'ai pas vu beaucoup de palmes d'or, je pense que j'en ai pas vu beaucoup, je suis pas trop ça. Mais par contre, d'un point de vue cinématographique, c'est un des très rares films que j'ai vu qui m'a l'air d'être complètement maîtrisé de A à Z. Et même pour le comparer avec Okja, c'est le seul autre film que j'ai vu de sa filmographie, qui a été très sympa. Mais il y a des moments où toujours ça retombe un peu et c'est jamais maîtrisé. Mais ce film-là, j'ai peut-être dû voir 3 films dans ma vie où j'ai l'impression qu'il n'y a aucune scène qui est en trop, tout est totalement maîtrisé et je me suis jamais fait chier. Même quand je regardais en montre, je me disais putain, ça fait 2 heures que je suis dans la salle, il se passe encore des trucs. Je me disais objectivement, non, tu regardes ta montre parce que
t'as l'habitude que les choses vont vite, mais tu te fais pas chier, c'est trop parfait, t'as envie que ça continue. Et j'ai trouvé ça assez dingue, assez intéressant. Quoi. Moi, sur la maîtrise, il y a juste un truc qui me dérange. Je vais pas spoiler, mais il y a un choix de mise en scène à la fin qui est de mettre une voix off. Qui moi me dérange parce qu'il n'y a pas de voix off ailleurs dans le film et je trouve que ça fait vraiment explicatif, ça fait vraiment pour le grand public, voyez si vous n'avez pas compris en fait il s'est passé ça, je vous le raconte avec une voix off. Et du coup moi ça m'enlève 90% du film je trouvais maîtrisé et cette fin je trouve qu'il va un peu vite et un peu trop explicatif. C'est intéressant parce que la voix off c'est en fait sans dévoiler c'est pour lire une lettre et en fait je suis en train de penser que c'est peut-être aussi un espèce de mème dans le cinéma coréen, t'as souvent ce motif là quand même qui revient dans plein de films, Park Chan-wook, même en plein milieu, voilà Park Chan-wook, je pense à Lady Vengeance où à un moment la fille et la mère s'écrivent par lettre et que t'as ce passage là et je pense qu'en vérité voilà c'est pas le délire à la The Dead Don't Die où t'en remets une couche à la fin. Ça m'a fait un peu ça. Pour moi, je le prends pas du tout pareil parce que vraiment, je pense que c'est vraiment une intention très pure de mise en scène et conclusive, vraiment, qui vient pas en plus, mais qui est là pour la beauté de la fin. D'ailleurs, toute cette scène, c'est super bien foutu. Hein. La mise en scène aussi, là. Chapeau. Je vais donner la parole à Neil parce que je vois que tu te trémousses depuis tout à l'heure. T'es d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit ? Toi qui as lancé le débat. Battez-vous. Il a créé un monstre. J'ai lancé le débat, mais est-ce que j'ai entendu la réponse là ? Bah oui. Bah oui. Bon est-ce qu'il mérite la Palme d'Or ? Pour moi, oui. Bah, après, voilà, oui. C'est une question dont on peut pas vraiment donner de réponse dans le sens où on a vu que 2 films en compétition cette année sur les 15, même plus. Mais si j'utilisais le barème Palme d'Or, oui, clairement, oui, il est totalement dans les critères de la Palme d'Or. Par exemple, moi je suis très curieux de voir le Lajli aussi, tu vois. Mais moi je voulais dire un truc, c'est que là ils ont commencé une post-promotion, une post-Palme d'Or promotion avec des affiches. Sur les affiches, on peut voir, pas des affiches, mais peut-être des publicités qui pop sur internet ou des trucs comme ça où on voit l'affiche de Parasite et où il y a marqué la Palme d'Or la plus abordable depuis Pulp Fiction. Alors, mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement ça fait quand même penser. Alors je pense que tu allais dire que c'était un peu abusé de mettre ça en avant, mais en même temps, moi j'ai beaucoup pensé à Pulp Fiction justement en me disant que est-ce que ça pouvait être une Palme d'Or, est-ce qu'il y en a eu des Palmes d'Or comme ça. Je pense à Pulp Fiction. Je crois que Sailor et Lula étaient Palme d'Or. Oui. Sailor et Lula pour moi est dans le même délire aussi, c'est ou peut-être moins accessible quand même, mais enfin un truc c'est un Lynch plus accessible que le reste quand même. Qui est pas que un truc chiant, purement social, naturaliste ou quoi, mais qui est dans un certain baroque. Le Koreeda était un peu dans ce style-là aussi. Ouais, c'est ça, je trouve étrange, c'est que ça fait quand même 2 films d'affilée avec une famille d'arnaqueurs. Okay. C'est la société enfin Clément. Pourquoi pas, mais ça c'est les fétuches. Ça c'est parce qu'on en a marre du système. Oui mais tu vois, par exemple le Koreeda est quand même un film extrêmement différent je trouve dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que certes l'intrigue de base en surface c'est une famille d'arnaqueurs, mais le Koreeda c'est plus une réflexion sur la famille vraiment, c'est-à-dire est-ce que les liens du sang ou les liens du cœur font une famille, alors que là le Park Chan-wook j'allais dire non, le Bong Joon-ho pardon, c'est vraiment c'est une histoire des classes, c'est une histoire de système. Il y a quand même un truc similaire. Et, je voulais savoir en essayant de pas rentrer dans le spoil parce que c'est sûr que c'est difficile d'en parler sans spoiler ce film. J'aimerais savoir justement ce fameux twist dont on parlait dans l'épisode précédent. Déjà, est-ce vraiment un twist ? Est-ce qu'on était plus proche de ce qu'on s'était imaginé ? Qu'en était-il ? Comment vous l'avez pris vous ? Un twist, ça a une définition et c'est pour ça que j'en veux un peu aux critiques de cinéma d'avoir utilisé ce terme abusivement pour moi. Un twist, c'est vraiment un retournement de situation qui est tellement improbable que tu dois revoir le film pour le comprendre. Un twist, c'est le héros en fait c'était un fantôme. Un twist, c'est en fait ils étaient fous. Un twist, c'est en fait c'est des aliens. Voilà. C'était un rêve. Et c'est vrai que moi je m'attendais à ça et c'est pas ça. C'est un coup de théâtre que tu peux pas voir venir, je pense. Clairement, c'est vraiment une surprise, mais ce n'est pas un twist. Pour le coup, t'as complètement raison parce que pour être allé le voir la deuxième fois, je m'étais dit que j'allais peut-être voir des choses et des détails liés à ce retournement. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, il y a absolument rien qui n'est remis en cause. Il y a peut-être 2 petits indices, mais il y a rien qui est remis en cause par le fait de savoir quand tu le revois. Ouais, mais ils ont pas craché dessus pour s'appuyer dessus et faire la promo autour de ça. C'est ça, c'est ce qui me gêne un peu. Moi aussi ça me gêne un peu. Non mais c'est pas un twist, je suis d'accord avec vous et c'est vrai que pour le coup je pense que en promo ils étaient un peu bêtes de faire ça, même les critiques tu sais c'est crier au twist c'est un peu comme crier au chef d'œuvre aujourd'hui, c'est à dire que maintenant tout est un chef d'œuvre et des twists partout donc en fait il y en a jamais mais là oui c'est un
pour moi, c'est un point de bascule qui donne une clé, en fait. C'est-à-dire qu'au début du film, tu vas regarder le film, tu vas rigoler, tu vas t'amuser un peu du côté malin de ces pauvres là qui arnaquent la famille de riches et tout, avec un petit côté plaisir un peu méchant, en fait, hein, un peu cruel. Et ce twist ou point de bascule est juste là pour te dire mais en fait mon film ça parle de ça. Il va redéfinir les bases. Oui. C'est juste le plan de la famille. C'est juste voilà, en fait maintenant lis-le de ce point de vue là. C'est une espèce de te prend par la main en me disant bah regarde, je te raconte ça aussi. D'ailleurs, de ce point de vue, il n'y a pas que le twist en lui-même, mais même la conversation, le dialogue qu'il y a entre les personnages juste avant, quand ils font un peu le point en fait. C'est une scène où ils font le point sur ce qu'ils sont en train de faire et ce qui pourrait leur arriver. Et effectivement, comme tu dis, c'est pour donner une nouvelle grille de lecture pour la suite et remettre les choses en perspective. Moi, je trouve même pas que c'est un twist en fait, cet événement. En fait, je trouve que je me demande si c'est pas une manière des critiques ou des gens de traiter de manière vachement binaire un film qui est totalement en nuances. Parce que, comme on le disait avant, on sait pas qui est gentil, qui est méchant. Ça traite d'un sujet super profond et de manière vachement intelligente parce que tout le monde peut s'y retrouver, etc. Enfin, on peut analyser plus loin. Mais je trouve ça un peu dommage de se raccrocher juste à cet élément de scénario qui est bien amené et qui fait avancer les choses et qui change pour en faire un twist, genre tout le film repose dessus. Moi, je trouve que le film repose pas sur ce twist. Et ça me permet de revenir sur sur le SDA. Le syndrome de l'attente. On a appelé ça Clément et moi parce que c'est clair que tout le monde s'est monté en épingle autour de ça et tout, en vendant le truc et tout. Mais j'ai plus l'impression, et après, peut-être que je me trompe totalement, que ce sont des personnes qui sont pas, adeptes aux films coréens en règle générale, parce que dans les films coréens, ce genre de retournement, de coup de théâtre, c'est quelque chose qui se fait. All Boy, quoi. Par exemple. Il y en a surtout des plus ouf quand t'as vu d'autres films, typiquement ceux de Park Chan-wook. Tu sais que dans une intrigue de films sud-coréens, tu peux avoir des trucs bien plus ouf qui sont des vrais twists. Donc j'ai l'impression que ces gens-là qui aiment le cinéma, mais qui sont peut-être pas trop friands des films coréens et qui en ont juste vu quelques-uns, ont été surpris par cette forme de mise en scène et qu'ils ont peut-être cette tête montée un peu trop la tête autour de ça, justement. Mais c'est pas que les critiques, quand sur l'affiche tu écris si tu me spoil le film je te tue, c'est quand même vraiment bête. La de fin faire même, ça. si tu me spoil la fin, je te tue, parce que le twist n'est pas à la fin en plus. Oui, mais après attends, ça c'est l'effet de mode. Ça dit pas twist, ça dit aussi qu'il se passe des choses à la fin, et effectivement il se passe des choses à la fin quand même. Je veux dire, si on te dit ce qui se passe à la fin, ça te gâche un peu le film. Ouais, moi je suis d'accord avec Clément. Moi je trouve que c'est limite un peu putassier quoi. Cette promo, ils sont allés trop loin. C'est de la putaclic. Ils sont allés trop loin. Mais comme disait Bruno, c'est le propre de la promo aujourd'hui. On le voit dans plein de domaines culturels, c'est qu'il faut réussir à mettre les choses dans des cases et à mettre des mots très simples pour vendre. Alors que c'est nuancé. Et qu'en fait, ça n'a rien de nuancé et justement, c'est pas à la hauteur du produit. Et le problème, c'est que effectivement, nous, ça nous donne un horizon d'attente. Ouais. On attend exactement ce qu'on nous propose et souvent, on est déçu. Et je trouve que quelque part, c'est aussi un peu une erreur d'être déçu parce que je veux dire, même si la bande-annonce, elle a montré quelque chose qui n'était pas dans le ton ou qui n'était pas ce qu'on a vu, c'est pas grave, tu vois, il faut prendre un peu de recul. Ça n'empêche pas d'apprécier le produit aussi. J'aurais rien vu, rien entendu sur ce film, j'aurais apprécié autant que vous. Est-ce que c'est de ta faute ou est-ce que c'est la faute de la promo? Alors là, c'est une vaste question. Parce que moi, par exemple, mon avis directement par rapport à la BA et au film, la BA, je l'ai trouvée géniale dans le sens où elle vendait du mystère et que j'étais vachement hypé par cette attente et par ce que tout le monde en disait et puis aussi par le fait que c'est la Palme d'Or, donc forcément c'est super intéressant d'aller voir comment la Croisette a jugé les films cette année. Mais voilà, syndrome de l'attente, pareil, mais c'est un truc de hipster mainstream à la con, tu vois, je pense qu'on est juste trop bête, c'est trop con parce qu'on s'est pas gâché le film, j'ai trouvé le film excellent, il n'y a pas de problème, mais petite pointe de déception. Il faut juste un peu dédramatiser sur ce côté déceptif par rapport aux attentes, parce que c'est juste, ça joue sur la curiosité humaine qu'on a tous en nous, et c'est un peu le jeu du marketing, quoi. Faut un peu dédramatiser ça, je pense. Mais n'empêche que Bong Joon-ho, on l'aime. Moi, ça me donnerait envie d'en parler pendant encore 2 heures, à essayer d'analyser tous les trucs. J'avais pris plein de notes et j'avais pensé à plein de trucs trop intéressants, mais bon, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour dire à quel point j'ai vraiment kiffé, quoi. Ouais. Justement. Je me rends compte, j'ai vraiment adoré le film. Tu vas être le premier à nous donner ta note sur l'échelle du BDR. Le BDR étant le bout du rouleau. Ah, alors là, il y a même pas de BDR là. Franchement, c'était un vrai kiff. Je suis allé tout seul. Je suis pas allé avec vous. On était 3 dans la salle de ciné pour l'histoire. Mais c'était trop le kiff, c'était total. No BDR, gros kiff. Je me retournais pour essayer d'échanger avec les gens qui n'avaient pas autour de moi. J'étais un peu triste. C'était un plaisir solitaire coupable, mais c'était génial. Arrête, tu les aimes tes plaisirs solitaires. J'adore. Tu me connais bien. Clémence, sur l'échelle du BDR, tu te situes où toi? Bah aucun BDR, à l'horizon. Un ciel sans BDR. Clément. Ah.
Si, je suis obligé de me fier à ce que j'ai ressenti quand même, et en sortant de la salle, j'étais quand même déçu. Donc BDR, mais pas par rapport au film, par rapport à la construction qui a été faite autour, qu'elle soit médiatique, et aussi la Palme d'Or, mine de rien, parce que je me suis dit, si Memories of Murder a rien eu, et ça a la Palme d'Or, ça va être mieux que Memories of Murder. Et pour moi, non. Ouais, un peu gâché par la promo BDR, quoi. C'est ça. T'aurais dit quoi, toi, Neil? De 1 à 10, j'aurais mis 1. T'es un tout petit peu BDR, alors ça veut dire. Pour Palme d'Or, ouais, je comprends pas. Il y a un truc louche. Ah oui? Ouais. J'aime pas trop. Et toi, Kevin, sur le BDR Scale? Alors, sur le BDR Scale, je commencerai par une petite citation de Bong Joon-ho lui-même, qui dit que ces films sont comme une petite pluie, qu'au début on ne sent rien mais qu'on finit trempé, et je suis encore mouillé, donc 0 BDR. Je vais pleurer encore. C'est beau, c'est Sortez beau. les mouchoirs. Et toi, Romain, est-ce que sur l'échelle du BDR, tu te places où? Moi, le BDR, il est dans le SDA. Je passe une cape, il n'y a pas de BMC, mais... Attends, il y a beaucoup trop de C'est quoi le SDA? T'en as pensé quoi de BJH? BJH, je l'aime bien, je le porte dans mon cœur, BFF Forever, mais PNL pour toujours. Ah oui, syndrome de l'attente, SDA, j'ai compris non, après coup. Le SDA, Okay. c'est le syndrome de l'attente. En fait, non, j'ai 0 BDR si je prends le film en lui-même, tout seul, parce que j'adore Bong Joon-ho, j'adore tous ses films, et celui-là, notamment, pour moi, mérite amplement la Palme d'Or. En attendant de voir les autres, parce que j'ai le Malik quand même qui peut peser dans la balance. Et toi avec ton Malik là désolé, mais chacun c'est. Moi je le verrai jamais le Malik, je m'en fous. Attends quoi? Clémence, t'as dit quoi là? Quoi? T'as dit quoi, Clémence? J'ai dit que je verrai jamais le Malik. Waouh. T'as dit que tu t'en foutais de Terrence Malick? Ouais. Ok, d'accord, je retiens. Ce sera déformé. Allez, il est temps de se dire au revoir. Bisous. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, Parasite de Bong Joon-ho, dont le match retour a été assez épique. Palme d'Or ou pas Palme d'Or, ça ce sera à vous d'en juger. Mais on vous conseille en tout cas de vous précipiter dans les salles pour découvrir ce film coréen, et qui peut-être pourra aussi vous intéresser au cinéma coréen si vous n'êtes pas familier avec ce cinéma. Et nous, on vous entraîne et on vous conseille d'y aller parce que c'est des leçons de mise en scène et de cinéma étranger absolument géniales. La BA, c'était donc Feta Greta, c'était donc Greta. Isabelle Huppert, qu'on va adorer, aller détester pour l'épisode suivant, pour son match retour. Et pour vous teaser un peu la BA de l'épisode suivant, comment vous dire, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est un traumatisme d'enfance, personnellement. C'est la partie sombre de Toy Story, on va dire ça. Hein? La partie très sombre. Et qui nous permettra du coup d'ouvrir une page qu'on n'a pas encore ouverte dans Feta BA, les films d'horreur. Qu'en est-il? Et surtout les remakes de merde peut-être, hein. Je pense. Ouais. Donc voilà. Et ben merci à tous, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, sur SoundCloud. Vous trouvez toutes nos pages sur le côté. Vous verrez, vous cherchez, vous allez voir, c'est bien. Et voilà. Et donc un grand merci, un grand au revoir et à très vite. Un grand au revoir. Au revoir. Salut la team. Salut. Shoshana!